Tu sais, moi, ça fait des années que je travaille où je veux pas que la nourriture se perde. Je me dis, le site d'enfouissement a jamais nourri personne. Fait que, tu sais, on envoie des choses dans les écoles, on envoie des choses au centre d'action bénévole, on réutilise, mais les itinérants, ils ont les repas du midi qu'on congèle, qui viennent chercher. Fait que, tu sais, tout ce que je peux récupérer pour aider la communauté, j'essaie de le faire. Desjardins Entreprises Richelieu-Yamaska est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Depuis bientôt 100 ans, la famille Daigneault accueille les citoyens de Cowansville et des environs dans leur épicerie. Aujourd'hui, dans Affaires de famille, Céline Daigneault est la 4e génération et celle qui porte cette histoire de famille. Elle opère le IGA Daigneault de Cowansville. Merci Céline d'être ici à M105 pour parler de ton histoire de famille en affaires. Depuis longtemps, on va parler entre autres, premièrement, vous êtes la propriétaire du IGA à Cowansville. Oui. Daigneault, c'est ça, faut le dire. Ensuite de ça, c'est une affaire qui tient depuis plus de 100 ans, je pense. Bonjour Mélissa. Bonjour Céline. Merci de m'accueillir dans tes studios. Écoute, j'ai pas la date d'origine exacte. La première photo dont je dispose, qui est d'ailleurs affichée au magasin, c'est la photo de mon arrière-grand-père, Alfred Lebeau, devant le marché public de Cowansville qui date de 1936 ou 1939. Wow! Alors, c'est moi les premières origines où je remonte le commerce actuel. Oui, donc il y avait déjà une implication, marché public et tout. Exact. Alors, ça a commencé avec mon arrière-grand-père maternel, Alfred Lebeau, qui a parti à un marché public à ce moment-là sur la rue Rivière à Cowansville, ancien site du restaurant Gay Canton pour les gens qui ont un souvenir très lointain, mais je sais que j'ai des clients qui me ramènent parfois à cette époque-là. Mon grand-père, le conjoint de ma grand-mère maternelle, Léo Albert Daigneault, a pris la relève de son beau-père avec le marché public. Wow! Ça s'est donc transmis une première fois. Une première fois. Léo Albert a opéré le magasin pendant longtemps et ça a été repris par ses 2 fils. Mon grand-père avait 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. À cette époque-là, c'était plus rare de voir les filles reprendre le commerce, donc il a légué à ses 2 garçons qui ont déménagé le commerce sur la rue Sud à Cowansville, à l'emplacement actuel du Jean Coutu. Oui. C'est un ancien concessionnaire automobile à ce moment-là qui ont transformé en supermarché. C'était plus un marché public, c'était plus un supermarché. En 73-74, la bâtisse a été rasée par les flammes. Ah oui, c'était le feu, oui. Oui, c'était le feu, donc ça a été rasé au complet. Mon père et son frère ont décidé de rebâtir à ce moment-là. On rebâtit le commerce. Quelques années plus tard, Normand, le frère d'André, a décidé de quitter. Il est parti pour Montréal. Mm-hmm. Donc, mon père a continué à travailler avec ma mère. Mes parents ont toujours travaillé ensemble. Moi, jeune, le magasin faisait partie de notre vie. C'était l'extension de la maison. Les 2 parents travaillaient là. J'ai commencé à travailler là jeune. Oui? C'était quoi les premières tâches? J'ai été caissière très, très jeune, mais mes souvenirs sont pas extraordinaires, là. Je me rappelle d'être à la courtoisie avec mon père en arrière de moi pour qui j'allais pas assez vite ou j'étais pas assez bonne. Et je me rappelle avoir pleuré un nombre incalculable de fois devant des clients qui avaient tous pitié de moi. C'était pas méchant, là. C'est juste que mon père était perfectionniste. Il voulait que je serve bien les clients, puis... Oui, bon, c'était comme ça. Autrement aussi. Exactement. C'était époque, comme ça à l'époque. Oui. Là, ils travaillaient fort, puis ils voulaient être fiers de leurs enfants, puis tout ça. Fait que j'ai commencé tôt dans l'ancien magasin. J'ai travaillé un peu dans la boulangerie, un peu dans l'emballage de fruits et légumes, un peu de tout, comme fait un jeune quand il commence dans une entreprise familiale. Mais oui. J'ai fait mon éducation secondaire et collégiale universitaire à Montréal parce que c'est quand même lourd être
l'enfant d'un épicier dans un village. Oui. J'appellerais plus Cowansville village maintenant, mais à l'époque c'était ça. Donc, je pense que développer sa personnalité, puis découvrir qui on était quand on était la fille d'André ou la petite Daigneault, c'était un peu compliqué. Oui, parce que là, il y a beaucoup un personnage très populaire. Bien, il y a beaucoup d'yeux qui nous regardent. Oui. Alors, j'ai fait ça à Montréal et puis... C'était votre décision? Oui, c'était ma décision. Oui, c'était vraiment moi qui l'avais demandé à ce moment-là, là, de sortir de la ville, d'avoir une forme d'anonymat. Mais bravo d'avoir écouté ça puis de l'avoir fait. Bravo à mes parents d'avoir accepté aussi. Oui, mais je vois aussi l'ouverture d'esprit quand même. Oui, qui était là. Alors, j'étais à Montréal plusieurs années. Je revenais toujours l'été. J'ai toujours travaillé dans le commerce familial l'été, j'étais là. Mais comme tout ado à 17-18 ans, j'étais pas certaine que c'était ce que je voulais faire. Donc, le chemin m'amenait un peu ailleurs pour finalement me rendre compte que j'avais peut-être envie de revenir. Donc, après avoir travaillé 2 ans à Montréal dans des bureaux, mon conjoint était de Cowansville aussi, de la région. Donc, on a décidé de se donner 2 ans pour revenir à Cowansville pour voir si on se réhabituait. Puis si on aimait ça, tous les deux travailler, parce que lui aussi, c'était une entreprise familiale. Donc, c'était toutes les deux en gestion. Puis, 30 ans après, on est encore là. Fait que j'imagine qu'on a réussi à se réapprivoiser la ville où on était. Oui. Et puis, fait que c'est ça, j'ai recommencé à travailler avec mon père à temps plein, peut-être en 1993, peut-être dans ces coins-là. Dans ces coins-là. À ce moment-là, on était toujours sur la rue Sud. C'était Bannière et Métro. Oui. Et puis, dans les années qui ont suivi, mon père a pris la décision, là, on travaillait déjà un peu ensemble, de changer de bannière pour aller avec la bannière IGA à ce moment-là, qui était une bannière en croissance, qui était une plus petite bannière, mais une bannière en croissance. Alors, moi, je suis arrivée à Cowansville avec la naïveté de mes 20 ans et l'énergie et l'enthousiasme. Bon, dans cet âge-là, on n'a pas peur de rien. On n'a pas peur de se mouiller, puis on n'a pas peur de mouiller les autres non plus. Donc, j'ai convaincu mon père de déménager le magasin. Ah ouais? Puis convaincu mon père, c'est vraiment ça. Oui, là, ça, une fierté, hein? Parce que lui, il ne l'aurait pas fait. Lui avait vécu énormément de choses au niveau du commerce. Était pas certain qu'il avait l'énergie pour continuer là-dedans. Était pas certain qu'il avait envie de risquer son avenir, sa retraite non plus là-dedans. Puis j'étais une fille. On s'entend que c'était un obstacle à ça. J'ai eu la chance d'avoir un père extraordinaire. Mon père a vécu la passation de son père à lui, a vécu des difficultés avec ça, qu'il n'a pas voulu répéter avec moi et avec mon frère. Mais il a quand même vécu des difficultés. Puis, la première chose que mon père m'a dite, c'est « Si tu décides de rencontrer quelqu'un d'autre et qui reste ailleurs, tu vas partir. Fait que je veux pas m'investir avec toi s'il y a un risque qu'un jour tu partes. » Ah ouais, c'est clair, hein? C'était clair. Mais on avait toujours eu très, très belle complicité, mon père et moi. Beaucoup de chicanes, beaucoup de claquages de porte, J'étais une ado, il était mon père. Conflit d'autorité, tout, hein? On partage tout. Puis quand il m'a dit ça, j'ai vraiment eu un choc. Puis j'ai pris le temps de me poser, puis j'ai dit, écoute, si tu embarques avec moi là-dedans, si tu acceptes d'embarquer avec moi là-dedans, je te donne ma parole que je reste. Fait que je m'étais compromise à la mi-vingtaine avec mon père en disant, regarde, si on fait ce projet-là, on le fait ensemble, puis je reste avec toi. Wow! Fait que... c'est un beau plan de match quand même. Hein? Oui, puis j'étais consciente que j'avais de la chance aussi, que les générations avant moi avaient travaillé fort, me léguaient une entreprise qui était en santé, qui avait un potentiel de croissance. Fait qu'on a fait le projet. On a fait le beau projet. Écoute, à ce moment-là... l'épicerie qu'on avait était 10 000 pieds carrés, ce qui était correct à l'époque. On a fait les plans pour un 16 000 pieds carrés, quand même. qui était quand même pratiquement le double.
Puis 2 mois avant de commencer le projet, M. Croteau, qui était président à ce moment-là du Don et d'Audelin IGA, là, dans le temps, ça a changé de nom plusieurs fois, est arrivé en disant « Non, André, parce qu'il parlait à mon père dans ce temps-là, là, c'est trop petit, 16 000, c'est 24 000 qu'on bâtit. » Oh là là! Ouf! Fait que là, on a regardé les plans, puis on s'est dit « OK, c'est parce qu'on passe de 10 000 à 24 000. » On fait quoi avec ça? Comment on opère ce type de magasin-là? On a eu du support, c'est sûr. On a travaillé fort. On a bâti le 24 000. Ah oui! Ça a été un beau succès rapidement. Là, les premières années, au-delà de nos attentes, on avait une équipe superbe qui nous a accompagnés là-dedans, les employés qu'on avait, parce que ce qui est important pour nous, c'était le noyau d'employés qu'on avait depuis le début. On voulait les amener dans le nouveau magasin, mais on voulait qu'ils donnent aux nouveaux employés la couleur qu'on avait avant. Ouais. Et non pas qu'ils soient effacés là-dedans. Oui. On voulait pas devenir un grand magasin personnel. C'est important que ça reste un magasin familial. On a réussi à faire ça grâce aux employés, grâce à l'investissement de tout le monde. Mon père était là. Sa sœur était revenue avec nous aussi à ce moment-là, Monique. Il y avait la conjointe de mon père qui travaillait au magasin à ce moment-là. Et puis, c'est ça. On a bâti 24 000 pieds en 96. En 2002, c'était plus assez grand. Fait qu'on a réagrandi à 30 000. Et puis, en 2017-2018, la dernière fois, on a agrandi d'un autre 10 000. Donc là, c'est incroyable, l'expansion. Oui. Mm-hmm. Puis je vois tout le travail, en tout cas, je perçois tout le travail qu'il y a en arrière, mais autant de fierté dans votre regard. Écoute, honnêtement, c'est ce que j'ai aimé. J'aime le quotidien, j'aime mon travail. Je rentre encore tous les matins en étant contente de rentrer. J'aime les gens, j'aime les employés, les clients. Mais ces projets-là m'ont vraiment beaucoup allumé. J'ai adoré ça. Concevoir des plans de magasin, réfléchir à ce qu'on veut que ce soit, le personnaliser, mettre notre couleur là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup allumé. Oui, puis quand vous dites personnaliser, c'est-à-dire que la bannière, est-ce qu'elle demande certaines choses ou vous avez aussi un droit de regard sur comment nous, on se l'approprie, tu sais? Oui. La bannière a des normes. Oui, puis c'est parfaitement normal et puis c'est correct. Je te dirais qu'en 96, il y avait moins de normes qu'il y en a en 2018, 2020, 2026. Plus ça va, plus il y a des normes. Sauf que la bannière IGA est encore une bannière qui a des propriétaires dedans. Donc, il y a une marge de manœuvre qui est là quand même. Et puis, on est ceux qui connaissent le plus notre clientèle. Ben oui. Il ne faut pas se le cacher, la clientèle de Cowansville va être différente de la clientèle de Saint-Bruno ou de Chicoutimi ou de Sherbrooke. Donc, il y a quand même une marge de manœuvre qu'on peut avoir en respectant les standards qui sont là. Oui. Vous dites, on connaît notre clientèle. La clientèle vous connaît aussi, les Daigneault, là. Vous avez une histoire quand même d'implication. On y reviendra plus tard, mais quand vous étiez à la caisse, justement, pour dire la petite Daigneault, j'imagine que quand vous êtes revenu, ça se sait, là, parce que ce soit village ou ville, c'est le genre d'affaires qu'on fait. Ben oui, elle est revenue, elle est partenaire. Et encore aujourd'hui, vous avez ce lien-là avec les gens. Oui. Vous l'avez apprivoisé, ce lien-là aussi. Quand on a décidé de revenir, ça faisait partie de ce qu'on était prêt à accepter. Aussi simple que ça, là, j'ai toujours dit à la blague, ce que les gens savent de nous, ils le savent, puis ce qu'ils savent pas, ils vont l'inventer. Ah oui, c'est bon. Fait que c'est un peu ça, là, faut juste accepter, je pense, qu'il y a des choses qui se disent avec lesquelles on est d'accord ou avec lesquelles on l'est pas, qui sont vraies ou qui le sont pas. Mais au bout de la journée, c'est nous qui nous regardons dans le miroir et qui savons ce qu'on a fait. Ben oui. Fait que je pense que c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai de toute façon. Chacun a son éclairage, sa façon de voir les choses. Mais ce que j'aime dans l'histoire de... Tu sais, on le sent, là. Il y a presque 100 ans, mettons, que votre famille est en affaires. Les épiciers, les épicières sont au cœur des villages, des villes depuis toujours. Elles sont essentielles. Et ce côté-là fait que c'est une plaque tournante.
De plus en plus. De plus en plus? De plus en plus, oui. J'ai tendance à dire que des fois, on est presque le nouveau perron de l'Église, là. Bien, exactement. On pousse notre panier, puis... On croise quelqu'un, on jase. Tu sais, c'est pas rare que je vais voir des gens jaser pendant une demi-heure, 3/4 d'heure au coin d'une allée d'épicerie, là. Ben oui. Puis tu sais, dans ce temps-là, quand je les connais, je leur dis toujours à la blague, là, vous dites pas à votre conjoint que c'était long à l'épicerie, là. Hein? C'est pas de ma faute, là. Mais c'est ça. Vrai. C'est ça. Puis c'est ce qu'on veut aussi. Je dis toujours aux gens avec qui je travaille, il y a 2 façons d'être épicier, épicière. Tu peux opérer un magasin, puis tu peux gérer des magasins. Puis c'est correct, les 2 sont bons, les 2 dépendent de ce que tu as envie de faire dans la vie, puis de où tu veux aller, puis les deux sont bien. Moi, quand les gens rentrent au magasin, ils rentrent chez moi. C'est toute la Quand différence. j'engage un employé, il travaille avec moi. Il ne travaille pas pour moi, il travaille avec moi. Il a travaillé avec ma famille. Il y en a qui ont travaillé avec nous pendant longtemps. C'est un choix, c'est une façon de le voir, puis c'est la façon avec laquelle moi, je suis bien. Puis j'ai une admiration sans borne là, pour ceux qui choisissent d'en avoir plusieurs et puis qui choisissent de gérer. Mais c'est une autre vie, puis c'est pas celle que moi j'ai envie de vivre. Ben oui. C'est pas celle que mon grand-père a vécue. Mon grand-père était quelqu'un hyper sociable, mais hyper sociable. Là, écoute, les gens me parlent encore de oui. Albert. J'ai encore des gens qui l'ont connu. Les gens me parlent d'André, mon père, qui était plus réservé, qui a opéré, qui a toujours été au magasin, mais qui était plus réservé comme tempérament que mon grand-père, mais qui aimait sa ville, qui était fier de ce qu'il faisait. Puis, il y a encore quelqu'un hier qui me disait, là, on parlait d'André justement hier. Mais André, ça fait 18 ans qu'il nous a quittés, là. Mais il en parle comme s'il était parti la semaine passée ou il y a 2 semaines. Fait que, il a quand même laissé sa marque. Oui, c'est des présences, des personnages aussi qui restent dans l'imaginaire des gens, comme si... Tu sais, mon père était grand, il était costaud, c'était un bel homme, puis il présentait bien, il était fier, là, tu sais. Mais étonnamment, à un moment donné, mon père, dans une conversation, m'a dit, tu sais, Céline, je dégage l'image que les gens s'attendaient que je dégage. Dans ce temps-là, c'était beaucoup ça. Tu étais un homme d'affaires, tu étais veston-cravate, tu étais bien présenté. Convenance. Mais il dit, dans mes rêves les plus fous, là, il dit, j'ai les cheveux longs, j'ai une couette, puis je suis en jeans. Ah, wow! Puis j'ai pas vu mon père porter des jeans avant qu'il ait 50 ans. Aïe, aïe, aïe! Tu sais, les premières fois que je me suis présentée au magasin en jeans, pour faire mon épicerie, là, on s'entend pas pour travailler, là, je me disais, André doit se revirer dans sa tombe. Parce que pour lui, quand tu venais au magasin, même pour acheter une pinte de lait, t'étais habillé pour être capable d'aider s'il y avait besoin d'aide. Ah, wow! C'était comme ça. Puis tu travaillais pas en jeans. Donc, c'était... L'étiquette, là. L'étiquette était là, l'apparence était là. C'est peut-être ça qui a été lourd aussi là, quand j'étais jeune, début d'adolescence aussi, là, cette présence-là qui... Il fallait être souriant tout le temps, il fallait être de bonne humeur, il fallait dégager quelque chose de petit. Exact, tout ça, là. Exact. Fait que c'était vraiment l'image que mon père m'a montrée, l'image qu'il m'a donnée et l'image qu'il voulait et qu'il devait véhiculer dans ce temps-là. Ça l'a changé. Ben oui. Ça l'a changé. Écoute, j'ai changé, j'ai évolué. L'habit fait pas le moine. Dans le temps, c'était beaucoup comme ça, mais vrai. maintenant, ça l'est moins. Écoute, pour mon père, dans le temps, engager quelqu'un qui avait un tatou, c'était impensable. Là. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait pu d'employer. On aurait de la misère, là. Exact. Mais tu sais, comme je dis, les choses ont changé, puis les gens ont changé aussi. Tu sais, la clientèle a évolué aussi, puis... Puis le service, c'est le service. Et ça dépend pas non plus que de ça. Tu sais, il y a comme... Les gens comprennent, là. Le décorum a changé pour tout, de toute façon. Exactement. Là. Le décorum a changé pour tout. Puis dans l'alimentation comme ailleurs. Oui, certain. J'ai pas de doute. Oui. Alors, c'est ça. Alors, j'ai commencé à travailler avec mon père. Mon frère est venu quelques années avec nous. Ça n'a pas fonctionné pour diverses raisons qui lui appartiennent puis qui sont correctes. C'est pas pour tout le monde. Ça a été un deuil pour mon père. Oui. Ça a été un deuil parce que lui avait eu le magasin de son père, puis parce que
dans le fond de lui, je pense qu'il aurait aimé que ses 2 enfants soient là. Soit ensemble, oui, là-dedans, dans l'aventure. Exactement. Puis il sentait ça plus sécure, peut-être, d'être 2. Parce que c'est quand même lourd. À ce moment-là, mon Dieu, est-ce que j'avais un enfant? J'avais peut-être ma première fille. Fait que c'est sûr qu'à 2, on partage les tâches, on partage les responsabilités, le stress, les investissements. Mais Marc-André a choisi de quitter quelques années, là, peut-être 2 ans avant qu'André décède. Parce que mon père est décédé rapidement d'un cancer. Donc, dans 1 an, là, il était très, très, très en forme, puis il nous a quittés. Fait que je me suis retrouvée seule au magasin avant fin trentaine. Quand même. Mais là, je voulais parler de ça, parce que vous étiez quand même la première femme de la famille. Oui. De cette lignée-là. Oui. Ça, c'est quoi, cette position? Il y a une fierté, puis il y a... Non, j'ai de la difficulté à dire une fierté parce que j'ai eu la chance d'avoir un père pour qui le sexe n'était pas important. Bien, tant mieux, en effet. Et oui, c'est arrivé à quelques occasions, là, comme je te dis, quand mon frère a décidé de ne pas rester, mon père a verbalisé que ça y avait fait quelque chose. Mais sinon, j'ai vraiment pas senti la pression de la part de mon père d'être moins ou de ne pas pouvoir parce que j'étais une fille. Bien, tant mieux. Écoute, j'étais toute jeune, on allait dans des réunions, on allait voir le comptable, le notaire, l'avocat, les bureaux chefs, puis il me disait « Viens avec moi, tu n'as pas besoin de parler, c'est du capital politique. Tu te fais du capital politique. On voit ta présence, on va s'habituer à toi. » Fait qu'il y avait vraiment... Le passage de son père à lui avait été difficile pour différentes raisons que lui a essayé de faire autrement. Oui. Fait qu'il m'a vraiment laissé. Puis à ce moment-là, écoute, j'avais 24-25 ans. C'était rare, là, parce que les hommes qui avaient des filles de mon âge, bien, les filles étaient gérantes de service ou gérantes de boulange ou des choses comme ça, mais propriétaire, directrice, opérateur, ça se faisait pas, là. Non, c'était rare encore. C'était encore réservé aux garçons. Oui, c'est ça. C'était encore réservé aux garçons, mais moi, jamais mon père m'a fait sentir que j'avais moins de valeur, moins de possibilités, moins de potentiel parce que j'étais une fille. Fait que non, cette valeur-là était pas là. C'est plus venu me chercher, je te dirais, plus tard, après le décès de mon père, quand quelqu'un se présentait au magasin, puis bon, il faisait appeler le propriétaire, j'arrivais, je me présentais, puis là, il me disait, bien, je voudrais voir M. Daigneault. Là, ça va être moi. Disons que ça, c'est venu me chercher un peu plus. Là. C'était... c'est plus... L'orgueil est plus embarqué à ce moment-là en disant, ben regarde, c'est pas parce que je suis une femme que je peux pas être là, que j'ai pas ma place et puis que j'ai pas la capacité de le faire, là. Fait que c'est à ce moment-là que c'est venu me rejoindre un petit peu au décès de mon père aussi par rapport au grossisme. Je te dirais, là, il y avait une certaine réticence à laisser une fille seule là-dedans. Ça a été verbalisé, ça m'a été dit. Quand même. Oui, j'ai eu ma première fille à 30 ans, la deuxième à 33, puis mon troisième enfant, j'avais 35 ans. Puis je me rappelle m'être fait dire par des gens avec qui je travaillais, ben là, maintenant, tu choisis la famille, tu pourras pas continuer à travailler. Oh là là! Fait que c'est vraiment, tu sais, c'était vraiment la mentalité que tu as besoin de choisir entre ta famille et ta carrière. Puis j'avais pas envie de choisir entre les deux. Je me disais, il y a moyen de s'organiser pour que les deux se fassent. J'ai eu la très, très grande chance d'avoir de très, très bonnes gardiennes pour les enfants. Puis ça, je le remercie, là. Parce que j'ai toujours dit, je travaille, je vais tout donner à mon travail, mais si mes enfants ont besoin de moi, je vais être là pour eux. Mm-hmm. Fait que si un enfant se retrouve à l'hôpital, a besoin d'aller voir le médecin ou quoi que ce soit, ben moi, je vais être là pour eux, ça, c'est clair. Fait que j'ai eu la chance d'avoir des enfants qui n'étaient pas malades. Beaucoup. Oui. C'est arrivé, mais très, très peu. D'avoir des gardiennes excellentes en qui j'avais pleinement conscience. Ça libère la tête. Hein? Ça libère la tête. Moi, j'ai toujours dit que les 2 pires semaines de l'année pour moi étaient la semaine de rentrée à l'école. Oui. Et la première semaine de vacances d'été. Oui. Parce que ces 2 semaines-là, les 2 rôles se chevauchaient. J'étais pas capable de faire la séparation entre les deux parce que normalement, quand j'étais au travail, puis quand j'étais à la maison, j'étais à la maison. Il y a une coupure, j'ai toujours dit que c'est mon côté masculin. La coupure était très franche et très nette.
Mais ces 2 semaines-là de l'année, je ne pouvais pas faire ça. Donc, tout s'intercalait et c'était vraiment les semaines les plus difficiles pour moi. Alors, les transitions, là. Les transitions. Ah, je suis assez d'accord. Exactement. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. On a fait les deux. On s'est organisé pour faire les deux. On a fait les choix de vie qui étaient là. J'ai eu quelqu'un à la maison qui m'a aidé pendant plusieurs années quand les enfants étaient plus jeunes parce que j'avais envie aussi de passer du temps de qualité avec eux puis de pas passer mes soirées à préparer le repas puis à donner des bains. Tellement. Fait que j'ai eu la chance de faire ça. C'est un choix que mon conjoint et moi, on a fait. Puis c'est ce qui fait probablement qu'on est encore ensemble aujourd'hui, là, oui. Parce qu'on est tous les deux dans des entreprises familiales. C'est ce que j'allais dire. En plus, c'est que vous n'avez pas travaillé dans la même entreprise. Donc, lui aussi a sa charge d'entreprise familiale. Donc, oh mon Dieu, j'ai des frissons. Mais en même temps, ça devait être agréable de pouvoir échanger. Il n'y a pas mieux placé parfois que de quelqu'un qui vit un peu la même situation? On avait beaucoup de respect l'un pour l'autre, beaucoup de latitude, en fait, de disponibilité, d'horaire et de tout ça, parce qu'on comprenait tous les deux la réalité de l'autre. Par contre, autant mon conjoint que moi, nos parents ont travaillé ensemble toute leur vie. Mon père et ma mère ont travaillé ensemble tout le temps qu'ils ont été ensemble. Fait qu'on entendait parler de commerce tout le temps. Oui. Puis quand on travaille tout le temps avec des frères et sœurs ou des parents, on travaille toujours en famille. Puis c'est des gens qu'on a besoin de voir au baptême du petit dernier ou à la fête d'un tel ou à la fête d'un tel. Puis on veut pas non plus que les conflits ou les différences au travail viennent teinter ces relations-là. Fait que on en parlait quand on vivait des difficultés, mais on n'en parlait pas à la maison. On n'en parlait pas à table. C'était un sujet qui était presque tabou. J'adore. On l'a fait comme ça parce que nous, on a vécu autre chose puis on voulait offrir autre chose à nos enfants. Puis tu vois, étonnamment, mes enfants m'ont reproché il y a quelques années de ne pas avoir assez parlé de mon travail en disant « On ne savait pas si tu aimais ce que tu faisais parce que tu nous en parlais jamais. » Ah ouais. Fait que tu sais, tout ça pour dire que des fois, on ne veut pas répéter la même chose, on essaie des chemins différents, puis finalement, ça l'amène à autre chose. Fait que tu sais, mon conjoint aime beaucoup son travail, il s'implique beaucoup dedans, moi aussi, mais dans une journée de travail, il y a des hauts et il y a des bas, puis on voulait éviter de ramener ça à la maison. Je comprends. À préserver, des fois. Oui, c'était notre havre de paix. Oui, c'est ça. Oui, c'était important. Notre safe space, c'était ça. C'était la maison. Mais quand même, je suis certaine que les enfants ont vu des gens investis dans leur travail. Puis ça, pour être investi, il faut beaucoup d'amour aussi pour son travail. Tu sais, ils l'ont perçu. Oui, sûrement. Absolument, là, je suis certaine. Sûrement. Puis je veux dire, les enfants ont travaillé avec moi, chacun leur tour à l'occasion, parce que c'est sûr que c'est un potentiel de premier travail quand ils étaient jeunes. Et puis, à un moment donné, à la table, ça parlait de leur travail, comme un jeune parle de leur travail. Puis là, j'avais mon conjoint qui disait, non, regarde, on parle pas du IGA à table, là, on le sait, là. Fait qu'il remettait les pendules à l'heure, puis on ramenait les choses ailleurs. Mais non, on n'a pas beaucoup... comme je te dis, on a échangé quand il y avait des difficultés. Ouais. Quand il y avait des moments plus difficiles, autant lui que moi, écoute, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Comment tu réglerais ça? Mais c'était pas tous les jours. Oui, parce que toi, tu as des souvenirs de quand vous étiez jeune, puis vous entendiez vos parents parler de commerce. C'était que ça, tout le temps. C'était que ça, vraiment. Matin, midi, soir, c'était que ça. Mes parents n'arrivaient pas à en sortir, puis moi, je trouvais que c'était trop lourd parce que moi, je me sentais capable de vivre. Et j'ai toujours dit que si la vie nous aimait, mon conjoint puis moi, on travaillerait jamais ensemble. Ouais. Fait que non, des fois, il vient manger avec moi le midi puis il me fait des comptes. Il me dit, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Puis là, je regarde, as-tu le goût de gérer une épicerie? Ça peut s'arranger, là. Ça peut s'arranger, là. Est-ce que, par curiosité, vous vous êtes dit à un moment donné, est-ce qu'on choisit une entreprise? Non. Jamais. Ça s'est jamais posé comme question. Wow. Ouais. Mais c'est beau. Ouais. C'est très beau. Fait que c'est ça. C'est notre vie d'affaires avec une famille, avec des week-ends où on a trouvé le moyen de partir en Westphalia avec les 4 enfants. Oh, wow! Fait que c'est ça. Tu sais, on a aussi... je te dirais j'ai moins travaillé que mon père a travaillé.
Parce que moi, mes souvenirs d'enfance, quand on partait en vacances, c'était 3 jours à Ogunquit, là. Oui, oui, OK? oui. Puis avec mon père, on a fait le tour de la Gaspésie en 3 jours, là. Tu sais, on est parti, on a fait le tour, puis on est revenu. C'était nos vacances d'été. Oui. Mes enfants ont vécu plus de vacances, plus de moments. C'est sûr que j'étais pas une maman qui faisait des biscuits à Noël, on s'entend, là. Non. C'est ma grosse période, puis j'étais pas là. J'en avais au magasin, des très bons. J'en avais des biscuits. mais tu sais, on est quand même partis en vacances avec eux l'été. On partait 2 semaines. L'hiver, on partait 1 semaine en vacances. Fait qu'ils ont vécu plus de vie de loisirs que moi, je l'ai vécu. Puis je pense que les générations qui vont venir aussi vont vouloir travailler différemment de ce que nous, on a pu travailler. Je leur souhaite. Vous mentionniez, Céline, que les gens vont peut-être, les enfants de demain, là, les adultes de demain vont travailler peut-être différemment. Il y a comme quelque chose qui nous dit ça aussi, hein, avec les changements technologiques, l'intelligence artificielle et tout, mais ça reste que vous avez un travail qui est dans le public. C'est du concret là, à l'épicerie. Hein? C'est ce qu'on a besoin. Comment ça a évolué, le marché alimentaire, disons, depuis quelques décennies? 2 choses. Bon, la première, Mélissa, tu peux me tutoyer. Je vais le faire en alternance. Oui, je le sais. Mais le vous vient de Oui. Il était lourd, là. Il était lourd. Drôlement, le milieu alimentaire n'a pas beaucoup changé. Beaucoup de choses se font encore manuellement. Il y a eu énormément d'avancées technologiques, là, c'est sûr. Les commandes se font plus à la main. C'est des systèmes informatiques qui gèrent les inventaires, qui donnent un bon coup de main là-dessus. Mais il y a encore beaucoup de connaissances, d'expériences et de vécu qui rentrent en ligne de compte. Je ne saurais pas comment dire... le système peut me dire de commander ou de préparer tant de plateaux de sandwich, mais il ne sait pas qu'il annonce la pluie tout le week-end. Non, c'est ça. Ou il ne sait pas qu'il y a la clé des champs à Denham. Oui. Ou qu'il y a un tournoi de soccer ou quelque chose comme ça. Fait qu'il y a beaucoup d'intuition. Les commandes de homard se font avec la météo. Quand il pleut, ben les gens achètent moins. Quand il fait beau, ils vont manger dehors. Fait que, il y a plein de trucs qui sont encore aléatoires ou... C'est des décisions, C'est ça, des décisions qu'on doit prendre, dépendamment de l'expérience des gens qui travaillent avec nous. Il y en a qui ont plus d'années d'expérience, donc qui ont plus de vécu, ils sont capables de le faire. Mais la réalité en alimentation est comme partout ailleurs. Il y a plus de roulement de personnel. J'ai un gérant d'épicerie qui a 20 ans, donc il n'y a pas beaucoup d'expérience des fêtes, des occasions, de tout ça. Tu sais, de la tarte aux pommes, il n'a jamais fait ça. Fait que lui, il ne sait pas ce que ça prend pour une tarte aux pommes. Mais tu sais, c'est pas méchant, c'est juste normal. Ben oui, c'est normal. Puis ça, c'est des choses que les systèmes informatiques peuvent nous guider, mais ne peuvent pas donner la réponse. Fait qu'il y a encore beaucoup de ça dans l'alimentation. Il y a encore beaucoup de contacts humains. Les gens viennent encore faire l'épicerie, se déplacent. Il y a de plus en plus d'épiceries en ligne, c'est sûr. Mais c'est beaucoup plus commun en Europe ou dans les grandes villes que ça va l'être en région. On en parlait tantôt, on est un peu un endroit de rencontre. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent régulièrement à l'épicerie chercher leurs petites choses à tous les jours ou 2 jours, des choses comme ça. L'autre point qui a changé beaucoup, c'est les caisses libre-service. C'est vrai. Dans lesquelles nous, on a décidé de ne pas embarquer. On n'a pas de caisse libre-service au magasin. Puis c'est vraiment une décision d'équipe qu'on a prise. À un moment donné, les plans étaient faits, les décisions étaient faites, c'était la tendance de s'en aller là. Puis je me suis assise avec mon équipe, puis j'ai dit, vous en pensez quoi? Puis ils m'ont dit, on n'a pas envie de ça. Fait que j'ai dit, parfait, tant qu'on est capable d'avoir des gens pour bien servir les clients, on n'embarquera pas là-dedans. La journée où on n'aura pas personne, on réévaluera, parce que c'est quand même un outil. C'est vrai. Faut pas le nier, mais c'est un outil qui n'est pas un service. C'est vrai. C'est pas des humains. C'est pas des humains. On se les fait demander à l'occasion. Il y a des gens qui nous ont dit, allez-vous en mettre, on aime ça faire bip-bip.
Puis j'ai souvent un client en arrière qui va dire non, 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 mettez-en pas, on est content que vous en ayez pas. Fait que c'est souvent les clients qui argumentent un avec l'autre par rapport à ça. C'est vraiment J'adore. mignon. Mais c'est nous autres, c'est la décision. Je regardais cette semaine, il y avait quelque chose là, que quelqu'un m'a envoyé. C'était un robot dans une allée de supermarché qui scannait les trous et qui vérifiait les inventaires. Fait que là, j'ai fait « Ah bon, je savais pas ce que l'IA pouvait faire pour nous, mais c'est peut-être un point de départ. » Parce que oui, il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qui vont changer. Comme je dis, il faut faire les choses autrement. Je pense qu'à un moment donné, être statique, c'est pas une solution. Fait qu'il faut accepter que la technologie est là. Il y a des dépanneurs maintenant où il n'y a plus personne, là. Oui, c'est vrai. À l'aéroport, il y a des endroits où tu choisis tes collations, tu scannes, tu payes avec ta carte. Fait qu'il y a des endroits où il n'y a plus d'interrelation, mais je pense que l'épicerie traditionnelle a encore sa place. En tout cas, Oui. j'y crois. Oui. J'y crois, j'aime encore ça. Je pense que ça a encore son importance. Oui. C'est un lieu de rassemblement informel, un lieu de découverte. Un lieu de découverte. Et moi, ça a toujours été une de mes passions de... Je suis une épicerie, je suis là pour vendre un ensemble d'épiceries, mais je peux être aussi une vitrine aux petits producteurs locaux qui sont oui, là. ce que vous faites, beaucoup. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, là, de découvrir ce qui est nouveau. Puis je dis toujours, c'est mes clients qui ont le dernier mot, là. Si les clients embarquent avec moi et en achètent, c'est correct. S'ils n'en achètent pas, mais j'ai une décision à prendre. On a fait la même chose au niveau des vins locaux. Il y a quelques années, il y avait une zone grise au niveau des vignobles locaux. Donc, au début des années 2000, on avait commencé un marché public, entre guillemets. On avait quelques vignobles locaux. Bon, le gouvernement a fermé cette porte-là à ce moment-là. Mais on avait fait une place aux vins locaux en magasin. Fait que quand c'est revenu, il y a quelques années, ben l'ouverture était déjà là. Ben oui. Fait que, tu sais, j'ai énormément de vignobles locaux, mais mes clients y croient. On est dans une région viticole. Fait que c'est sûr que... C'est juste normal. C'est juste normal de l'offrir. Puis la plupart des vignobles sont contents d'être là parce que nos heures d'ouverture sont plus grandes que celles d'un kiosque aussi. Puis pour le client, ça lui laisse une option qui est là aussi. Mais tu sais, c'est vrai pour les fruits et légumes, c'est vrai pour les vins, c'est vrai pour les viandes, c'est vrai pour des produits d'épicerie. Tu sais, il y a toujours des choses, malheureusement, on ne peut pas tout avoir parce qu'on a des contraintes logistiques de grossistes de bannières, puis qui sont normales aussi. Fait qu'il faut gérer un certain pourcentage de nos achats avec ces produits-là. Mais pour moi, c'est important que ce soit ce volet-là qui soit développé chez moi. Oui, puis ça fait partie on dirait, de l'ADN, tu sais, on remonte au marché public, tu sais. Peut-être. Local, on dirait que ça, dans les valeurs, Oui. ce sont... pensez-vous que vous avez les mêmes valeurs de départ de la famille? Bonne question. Non, bonne question. Écoute, des fois, on l'apprend, on se rappelle, ah oui, mon père disait que c'était important de servir le monde comme il faut. Le service à la clientèle, c'est sûr. Ouais. Le service à la clientèle, le respect des employés. Je reviens souvent là-dedans. Pour mon père, c'était quelque chose de hyper important. Il me disait toujours, la meilleure personne pour acheter le balai, c'est celui qui passe le balai. Tellement. T'sais, tu peux aller acheter quelque chose pour quelqu'un, mais c'est pas du tout ce qu'il a besoin. Fait que les gens avec qui tu travailles sont les spécialistes de ce qu'ils font. Donc, il faut les respecter dans ce qu'ils font. Mm-hmm. Pour moi, il n'y a pas personne qui vaut plus qu'un autre. On est une équipe de travail, chacun a sa raison d'être. C'est peut-être ça que je trouve le plus difficile quand tu me dis qu'est-ce qu'il y a comme changement, parce que on s'attachait beaucoup aux gens avec qui on travaillait. Puis la vie a fait en sorte qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que les gens bougent. Puis c'est pas négatif, là. Puis c'est pas un reproche. Non. Mais que cet attachement-là, puis la valeur qu'elle avait il y a 25 et 30 ans. C'est ça. Donc, oui, la façon de gérer les employés et les clients peut avoir changé un peu. Mais les valeurs de base, ils sont là, la valeur de respect, la valeur d'intégrité, la valeur de tu donnes ta parole. Je veux dire, à un moment donné, j'irais pas faire du recrutement dans un autre magasin de ma bannière, là. Tu sais, c'est pas quelque chose que je ferais. Je dis pas que c'est jamais arrivé, mais tu sais, j'ai toujours dit que quelqu'un qui a besoin de grandir, que tu peux pas faire grandir chez toi, Oui. parfois va aller grandir ailleurs.
Tout à fait. Puis c'est vrai, ça a été vrai pour certains de mes employés, puis c'est vrai pour d'autres que j'ai fait. Mais de dire, je vais aller me promener, puis je vais donner ma carte d'affaires en disant, écoute, si tu as le goût de venir travailler. Moi, c'est quelque chose que je ne ferais pas, qui serait vraiment hors de ma limite dans laquelle je serais bien. Réprimander quelqu'un en public, c'est quelque chose qui se fait pas. Encore là, personne n'est parfait, là. Hein. Non. Je dis pas que ça s'est jamais fait puis que ça se fait jamais. Non. Mais c'est pas une intention. C'est pas une intention, puis à la limite, on est des humains. Ben oui. Puis je dis toujours qu'on a le plus difficile des deux mondes. C'est-à-dire que on gère des employés et on gère des clients. Et Dieu sait que depuis la pandémie, c'est plus exigeant dans ces deux sphères-là. C'est clair. On va le dire comme ça. Oui, hein? Oui, en tout respect, là. Non, mais c'est plus exigeant. C'est tout le monde, on le sent, en fait. Ouais. Tu sais, qu'il faut s'ajuster. Les gens changent, sont marqués de quelque chose. Oui. Mais je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles il faut que les prochaines générations fassent les choses autrement. Pour être bien dans ce qu'ils font, pour être positif et heureux d'être là. Parce que je pense que quand tu rentres au travail, peu importe le travail que tu fais, il faut que tu aies envie de rentrer. Absolument. Il n'y a pas un travail qui vaut la peine d'être fait quand tu es malheureux à tous les jours. Mais pour ça, il faut avoir du temps puis trouver un équilibre à l'extérieur. Céline, tantôt, on se parlait, tu sais, comme toi, tu es la 4e génération de cette famille en affaires, la famille Daigneault. Oui. Là, la suite. Tu parles que tu as des enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de reprendre ou c'est pas dans les projets? Il n'y a rien de confirmé. Autant j'ai pas senti de pression de mes parents de dire tu vas reprendre le commerce. Puis c'est presque l'inverse, là. Autant j'aimerais que mes enfants fassent ce qu'ils ont envie de faire pour être heureux. Je te mentirais pas que j'ai pas un petit peu l'espoir qu'un va avoir de l'intérêt parce que la famille Daigneault est là depuis 4 générations, parce que j'ai travaillé fort, les autres ont travaillé très fort en avant de moi, parce que je pense qu'on a une belle business, on a quelque chose d'intéressant, quelque chose d'exigeant, mais d'intéressant, avec un potentiel de développement qui est encore là. On parlait de la ville tantôt, tu parlais de l'implication de la ville. À la limite, je pense qu'on a une raison d'être dans nos villes. Moi, ça fait des années que je travaille où je veux pas que la nourriture se perde. Je me dis, le site d'enfouissement n'a jamais nourri personne. Fait que, on envoie des choses dans les écoles, on envoie des choses au centre d'action bénévole, on réutilise, mais les itinérants, ils ont les repas du midi qu'on congèle, qui viennent chercher. Fait que, tout ce que je peux récupérer pour aider la communauté, j'essaie de le faire de façon très discrète, parce que c'est pas mon but d'avoir les lumières sur moi, mais je pense qu'on a un rôle, puis que les épiceries corporatives ont au moins à cœur la communauté. Fait que, dans ce sens-là, oui, j'aimerais ça que mes enfants aient ces valeurs-là et aient envie de continuer. Je ne veux pas et je ne peux pas et je ne voudrais pas les forcer. Chacun a un chemin de vie pour le moment qui est différent, mais comme je te disais, moi, à 17-18 ans, c'est certain que je voulais pas faire ça et je ne pensais pas faire ça. J'ai une de mes filles qui m'a mentionné, quand on a fait la dernière ouverture en 2018, quand on est sorti de la soirée d'ouverture où il y avait plein de monde puis tout ça, elle m'a dit, tu sais, maman, je pense que j'aimerais ça. Mais tu sais, c'est resté là sans vouloir mettre de pression. À ce moment-là, elle était au collège, puis elle a fait son cours universitaire, elle a fini. Elle dit encore qu'elle aimerait ça. Elle me demande quelques années pour vivre sa vie de jeune femme, ce qui est correct. Tellement sain, ben oui. Mais elle a toujours été très claire qu'elle ne voulait pas faire ce que je fais. Elle ne voulait pas être toute seule. T'sais, c'était clair pour elle qu'elle avait envie de le faire, mais elle voulait être supportée. À un moment donné, j'ai les enfants de mon frère qui ont travaillé avec nous un peu, qui auraient pu aimer ça. J'aurais été super heureuse. Ils ont fait des chemins différents. Il y avait un cousin de qui était un peu plus proche. Puis quand lui a décidé de ne pas rester, c'est que ça a été comme, OK, maman, si Philippe n'est pas avec moi, je suis moins certaine.
Puis je la comprenais. Je la comprenais de ne pas vouloir prendre sur ses épaules tout ça. Fait que j'ai décidé à ce moment-là de prendre un associé, quelqu'un qui travaillait avec moi depuis des années, un jeune qui avait début trentaine à ce moment-là. Puis il est venu m'asseoir dans mon bureau, puis il m'a dit « Céline, t'aurais-tu envie de prendre un associé? » Ça m'a pris un temps de réflexion parce que ça avait toujours été dans la famille uniquement. Puis ça faisait quand même 15-16 ans que j'étais toute seule au niveau de la prise de décision. Fait que là, tu te poses la question. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à réfléchir. Puis j'ai fait des formations sur le transfert d'entreprise, puis tout ça. Puis ce qui m'était dit souvent, c'est que quand un propriétaire unique comme moi prend sa retraite, souvent, c'est 3 personnes qui vont prendre le relais, avec des forces différentes, complémentaires, puis qui leur permet d'avoir un équilibre qui est plus actuel. Fait que j'ai dit oui à Samuel. On a commencé les démarches et puis là, maintenant, on est dans la 3e année là, où Samuel a des actions participantes dans l'entreprise avec moi. On fait à l'occasion des réunions avec Sarah, ma fille, qui est peut-être intéressée pour la garder un petit peu intéressée là-dedans. Fait qu'il n'y a rien de définitif, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de coulé dans le béton. Mais oui, il y a encore une petite lueur d'espoir qu'il y a quelqu'un de la famille qui... Ben oui. Ouais. Mais c'est agréable. Puis ces formations-là, c'est quelque chose que toi, tu as vu comme une opportunité, que tu fais parfois, souvent... Tu sais, comme entrepreneur, oui, là, des fois, on a besoin de... je crois beaucoup à la synchronicité dans la vie. Hein. Oui. Fait que parfois, tu vas à un endroit, puis il y a une conférence qui se donne là-dessus. Depuis Internet, il y a beaucoup de conférences en Zoom qui se donnent aussi. Des fois, c'est des conseillers financiers qui ont des formations à gauche et à droite sur des choses comme ça. Fait que j'ai toujours été curieuse. Fait que oui, c'est des formations que je suis à gauche et à droite. Puis ma formation universitaire est en ressources humaines. Donc, j'ai toujours ce petit côté-là qui est intéressé parce que ça change continuellement. Absolument. Fait que... mais je suis pas fermée à rien. Tu sais, c'est... Ce qui rend mon travail intéressant, puis je pense que ce qui fait qu'il travaille avec moi, c'est pas si pire que ça, là. Je suis hyper exigeante, mais je suis pas fermée. Si tu as une idée et que tu viens me l'exposer et que c'est crédible, go, on y va, là. Tu sais, Samuel m'est arrivé il y a 3 semaines, un vendredi midi, en disant « Mercredi prochain, la semaine prochaine, j'aimerais ça qu'on fasse un happening puis qu'on fasse sur écran géant le match de hockey. » Wow! Et à 48 heures d'avis. OK, 1, 2, 3, go, on y va. Fait que, tu sais, il a travaillé fort là-dessus, mais, tu sais, malgré tout ce qui aurait pu mal tourner... tu sais, des fois, c'est le fun. Puis c'est cette flamme-là, intérêt-là qu'on voit des fois. Tu sais, un nouveau fournisseur qui a un produit qui y croit, les yeux brillent, un projet avec les yeux. Tu sais, c'est ça qui est intéressant, là, cette étincelle-là. Absolument. Qui est encore là. Oui, ça, c'est vivant, là. Hein? Oui, c'est encore vivant. Ça se passe aussi avec les gens. Oui. Je demande toujours, Céline, aux gens, quel est le meilleur conseil que tu peux donner pour des familles qui sont en affaires? Le respect. Je te dirais qu'il faut que le respect reste et demeure. Souvent, la ligne se franchit quand la relation est une relation frère-sœur, beau-frère, belle-sœur, et que c'est plus une relation d'affaires. Je pense qu'il faut mettre parfois le chapeau en disant, regarde, je mets le chapeau du partenaire d'affaires et cette discussion-là est dans le domaine de l'affaire pour le bien de l'entreprise. Oui. Parce que souvent, ce qui est oublié, c'est ça, on a tendance à mêler des émotions là-dedans. C'est très émotif, une entreprise familiale. Tu mets ton cœur, tu mets ton sang là-dedans. Puis la plupart des gens en affaires, je pense, que je connais, sont foncièrement hyper exigeants. Trop exigeants. Et ça me concerne aussi. On a beaucoup de difficultés à dire merci. Merci d'être là, de ce que tu fais. On a tendance à voir ce qui pourrait se faire mieux.
et encore plus avec nos enfants et nos partenaires. C'est vrai. Donc, de l'appréciation, du respect, puis un pas de recul. Ah oui, le fameux pas de recul. Hein? Le fameux pas de recul. Ah oui. Ça serait mon conseil. Puis, malgré ce que mes enfants m'ont dit, peut-être de ne pas rapporter à la maison les problèmes du travail. Oui, parce qu'on ne sait pas ce que ça aurait donné. On reste dans... hein? On le sait pas. Et puis, je dis toujours que dans un commerce de détail, tu peux travailler 24/7, puis ça sera jamais à ton goût. Il faut que tu apprennes à faire confiance, à déléguer, puis à accepter que ce soit pas nécessairement fait exactement comme tu l'aurais fait, mais que chaque personne qui le fait au meilleur de son potentiel. Oui. J'ai encore un petit peu de naïveté par rapport au genre humain. Je crois encore que les gens sont bons et ils font foncièrement de leur mieux tout le temps. Oui. Puis s'ils font une erreur, ben c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste une erreur. Une erreur. Oui, je suis dans ton équipe. Exact. Puis, j'ai le goût de te demander, on rêve, là, on pense à, il y a, je sais pas, dans 25-30 ans, ça pourrait ressembler à quoi, Daigneault, l'épicerie à Cowansville? Écoute, j'ai pas de... Comme je te dis, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait voir l'évolution. Il faut que ça évolue, il faut que ça change. Si c'est pas quelqu'un de la famille, j'espère juste que ça va être quelqu'un qui va partager les valeurs qui sont là. Les valeurs sociales pour la ville, les valeurs de respect pour les employés et les valeurs d'accueillir le client chez eux. Ça, j'aimerais vraiment, vraiment ça. Et puis, qui sait, si à un moment donné, les contraintes de bannière deviennent trop lourdes, ben, peut-être reprendre la tangente du marché public avec un paquet de produits en consignation de différents producteurs de la région. Parce qu'il y a de la place pour ça. Puis je pense qu'on a une super belle région avec plein de magnifiques produits à faire découvrir. Fait que c'est ça. Ben, je trouve ça très beau. Oui. Merci Céline pour ton partage aujourd'hui à Affaires de famille. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Présent et engagé auprès des gens d'affaires de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, Desjardins Entreprises accompagne les entreprises locales avec des solutions humaines et durables. Fier présentateur du balado Affaires de famille. Affaires de famille, une production M105.